J'ai le plaisir de recevoir Vincent Morel aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. Alors Vincent Morel, vous êtes conservateur, animateur du réseau Haute-Bretagne pour l'association Dastum. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, Dastum, c'est une association qui œuvre depuis un demi-siècle pour sauvegarder le patrimoine immatériel de notre région, oral et musical. Ça en jette. Pas mal, hein. Art mineur qu'on vient juste d'entendre, il fait partie d'une musique de votre playlist, d'un CD que vous avez sorti avant de rentrer bien sûr dans le détail de ce que vous faites, de ce que vous fêtez. Est-ce que vous pourriez juste comme ça commenter un peu la musique qu'on vient d'écouter ? Dans quelle région et vraiment, enfin, dans quelle partie de la Bretagne elle a été enregistrée ? Ouais, donc c'est un enregistrement fait en Fest-Noz il y a quelques années, là j'ai pas la date exacte en tête, du côté de Poulaouen. Donc c'est Stérène Diridolo et Marine Lavigne qui chantent un air pour danser la gavotte. Donc c'est enregistré dans un Fest-Noz. Et donc c'est un air qui vient du centre-Bretagne, un endroit où on chante en candindiscone, cette façon de chanter à deux en se répondant et en tuilant l'intersection des deux voix, là, voilà, ce qui donne un petit côté caractéristique. Donc ça, c'est des jeunes chanteuses qui chantent actuellement et donc qui puisent, comme beaucoup, dans le répertoire des enregistrements qui ont été faits par des gens avant eux, auprès des anciens porteurs de mémoire dont on va reparler, je pense, ensuite. La gavotte, une musique très connue en effet en Bretagne, qu'on peut découvrir des fois dans les festivals comme l'Interceltique. Et c'est souvent d'ailleurs des chants qui sont très endurants. Enfin, des chanteurs et chanteuses qui sont très endurants parce que ça dure très longtemps et sont souvent a cappella. C'est un peu impressionnant. Donc la musique, capsule sonore, ça a quelque chose d'un peu de mystérieux. On ignore le lieu, le visage des gens qu'ils occupent, les costumes. Et pourtant, enfin, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est tellement immersif et tellement plus réaliste que l'image parfois. Est-ce que ça vous fait un peu ce sentiment ? Les enregistrements sonores comme ça, je suis peut-être moins bien placé que vous pour en parler parce qu'on baigne tellement là-dedans, nous, on est au quotidien dans ces archives sonores. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Le fait d'avoir que l'archive sonore, c'est vraiment une expérience intéressante. On écoute mieux, on écoute différemment. Après, nous, dans notre travail, on est vachement content aussi quand on arrive à remettre la main sur une photo des personnes enregistrées il y a 50 ou 80 ans parce que c'est plutôt rare. Oui, donc l'image, on aime bien aussi, mais parce qu'on en a beaucoup moins que de son. Ouais. C'est donc un peu surréaliste comme mission. Vous rassemblez les collectages sur la mémoire orale des traditions bretonnes. Alors déjà, pour commencer, pour contextualiser pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots en quoi ça consiste ? Le travail que fait Dastum. Tout à fait. Alors le mot Dastum déjà que vous avez bien prononcé, bravo parce que j'ai entendu pas mal de c'est rare que ce soit bien prononcé du premier coup. Donc ça veut dire recueillir, récolter en breton. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout le sujet, en Bretagne, il y avait historiquement un peu deux langues. Il y avait le breton sur la moitié ouest et le gallo qui est une des formes du parler des langues romanes dans la moitié est, la partie haute Bretagne dans laquelle on est à Rennes ici et sur laquelle je travaille plus moi. Donc voilà. Donc le travail de Dastum, c'est de rassembler tous les enregistrements qui ont été faits par des centaines de passionnés, mais vraiment des centaines de personnes, des bénévoles, des amateurs, des passionnés, quelquefois aussi des chercheurs. Donc des centaines de personnes qui, depuis, 80 ans, sont allées parcourir les campagnes un peu partout en Bretagne avec un magnétophone à bande, un magnétophone à cassette plus tard et des petits enregistreurs plus tard encore, pour enregistrer ce qu'on appelle, nous, les porteurs de tradition, les porteurs de mémoire, donc des gens qui connaissent de tête un répertoire plus ou moins grand, quelquefois immense, de chansons, de contes, d'histoires, qui se sont transmis oralement depuis des siècles en fait. Donc ce qui intéresse les collecteurs qui ont fait ce travail-là, c'est vraiment les chansons qui se transmettent de bouche à oreille depuis des générations. Donc ça n'a rien à voir avec le répertoire plus moderne du début du XXe siècle, où toute la musique musette, tout ça, c'est ce qui est bien avant, quoi. Donc dans ces chansons-là, on a des chansons qui ont été créées souvent entre le XVe et le XVIIIe siècle, quelquefois même plus anciennes que ça. Et si on parle des contes et des légendes, c'est des éléments de culture qui se transmettent oralement depuis beaucoup plus que ça, encore des centaines d'années et quelquefois même des milliers d'années. Il y a certains contes qui sont attestés dans des écrits anciens un peu aux quatre coins du monde il y a plusieurs milliers d'années et qu'on retrouve encore dans cette tradition orale au cours du XXe siècle. Voilà. Donc il y a eu des centaines de personnes à faire ces enregistrements-là et nous, notre travail, c'est de rassembler tout ça pour les sauvegarder et les mettre à disposition du public. Donc une partie de votre travail, c'est de numériser
Voilà. Ces sons. Voilà, donc au début, c'était des copies sur d'autres bandes, et puis depuis une vingtaine d'années, ce travail de sauvegarde, effectivement, c'est de la numérisation, et puis le plus gros travail, c'est le traitement documentaire, la description documentaire de ce qu'on y entend. Donc retrouver les noms des personnes, les dates d'enregistrement, quelles chansons sont chantées, des titres si ça existe, souvent il n'y a pas de titre, trouver différentes façons de décrire les documents, pour les rendre accessibles, que les gens puissent interroger la base de données et tomber dessus, écouter les choses. Vous disiez justement tout à l'heure, c'est un peu impressionnant justement quand on tombe sur une photo de la personne potentiellement que vous avez enregistrée. Comment vous organisez, comment vous documentez vos archives sonores ? Alors nous, on n'a pas d'autre choix que de faire à partir de ce que les collecteurs nous ont déposé. Donc dans les collecteurs, je disais, il y a des centaines de personnes différentes. Donc là-dedans, il y a des gens qui ont des profils très différents. Alors certains sont très méthodiques, on fait des petites fiches bien organisées avec le nom de la personne, quelquefois la photo de la séance d'enregistrement, c'est très rare mais ça arrive. Et puis le nom de la personne, la date de naissance, la date d'enregistrement, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, on reçoit une caisse de cassette avec juste marqué le nom d'une commune ou quelquefois le nom de la personne. Voilà, c'est très, très, très variable. Donc, pour les informations... Après, vous rappelez tout le monde Ah non, c'est impossible. On travaille souvent sur des lots, des fonds d'archives sonores qui nous ont été déposés, mais qui ont été constitués il y a 20, 30, 40, 50 ans et qu'on récupère. Donc, quelquefois, les collecteurs eux-mêmes sont décédés. Quelquefois, ils vivent encore. On peut travailler avec eux pour retrouver des précisions, mais c'est souvent longtemps après les enregistrements. Donc, ils n'ont pas forcément, s'ils n'ont pas demandé des détails précis sur la vie de la personne enregistrée, c'est souvent bien trop tard. Donc ponctuellement, on peut refaire des recherches poussées, par exemple, qu'on veut publier un morceau auprès des familles, des descendants, etc. Mais on ne peut pas le faire pour tout, parce que les volumes sont immenses. Donc on parle de plusieurs milliers d'heures d'enregistrement. Donc nous, le premier travail, c'est vraiment mettre à disposition du public les infos qu'on reçoit, et puis on complète par l'analyse de ce qu'on entend aussi, quoi. Vous l'avez dit, Dastum, c'est 8000 heures d'archives sonores, entre 10 et 20 000 personnes enregistrées. C'est monsieur et madame tout le monde ? Tout à fait, c'est ça. Alors déjà, 8000 heures d'archives sonores, c'est à peu près ce qu'il y a d'accessible actuellement sur la base de données en ligne. Mais on estime qu'il y en a entre autant et le double à venir. Donc on a encore beaucoup de travail pour les 100 ans à venir, on va dire. À venir que vous avez déjà reçu, vous voulez dire, ou que vous estimez ? Alors, c'est entre ce qu'on a déjà reçu, ce qui est en cours de traitement, ce qui est en attente de traitement, ou ce qui est encore chez les collecteurs qu'on connaît et qui sont en général d'accord pour nous déposer, mais ça prend du temps d'aller les rencontrer, de mettre en forme le dépôt, qu'on récupère ça chez nous, etc. Donc, si on cumule tout, on arrive à des chiffres comme ça. Mais alors, quelle est votre méthode, on va dire ? Donc, je sais qu'on a parlé un peu en off tout à l'heure, vous m'avez dit que vous-même, vous avez déjà fait des enregistrements aussi de particuliers. J'imagine que chaque bénévole a sa technique, mais comment vous ciblez un lieu, une personne, vous toquez chez elle, vous l'appelez, comment ça marche ? C'est vraiment une question de bouche à oreille. En fait, souvent, beaucoup de collecteurs qui ont fait ce travail-là ont commencé... Alors souvent, c'est des chanteurs, des musiciens qui participent au mouvement du renouveau du Fest-Noz dans les années 70, 80, 90. Moi, personnellement, j'ai commencé au début des années 90 et beaucoup ont fait comme ça, de commencer par aller enregistrer les grands-parents, les voisins des grands-parents, les amis des grands-parents, et puis de bouche à oreille. Ensuite, chaque personne qu'on rencontre nous donne d'autres adresses et donc on a des carnets de notes qui se remplissent très très vite. Et à chaque fois, on se retrouve à aller frapper à la porte des gens en disant, voilà, je viens de la part d'un tel, il m'a chanté quelques chansons, il m'a dit que vous connaissiez aussi des chansons ou des histoires, etc. Est-ce qu'on peut en parler, etc. Donc voilà, donc après, c'est vraiment du porte-à-porte, mais un petit peu préparé, parce qu'on a eu le nom de la part de quelqu'un. Donc ça, c'est la clé d'entrée. Les gens vous font confiance en général ? Après, c'est le travail du collecteur de mettre la personne en confiance, et souvent, très très souvent, ça se passe super bien. Dès les premières minutes, les gens sont d'abord étonnés qu'un jeune comme ça vienne s'intéresser à ça, parce que souvent on vient les solliciter sur leurs souvenirs d'il y a 30, 40, 50 ans, et on a souvent eu l'occasion d'enregistrer des gens qui n'ont pas chanté ces chansons-là ou joué ces morceaux-là depuis des dizaines d'années. Donc il y a un petit moment de surprise, et puis après quand ils comprennent très vite dès les premières minutes que c'est quelqu'un de sincère, qui est vraiment motivé, intéressé par le sujet, souvent les gens sont extrêmement contents de pouvoir partager ça, et après le plus difficile c'est souvent de pouvoir repartir en fait. Oui, les chansons, elles ne s'arrêtent jamais, ils veulent tout vous chanter. Tout à fait. Est-ce que vous avez un souvenir comme ça, un peu précis, d'une rencontre qui vous a ému ou qui vous a étonné ? Franchement, c'est très difficile de ressortir un souvenir parmi d'autres. Moi, ce que je peux dire, c'est que les moments les plus émouvants, je trouve, ça a toujours été, pour n'importe laquelle des rencontres, aussi bien des gens qui chantaient très bien que des gens qui chantaient moyennement bien, c'est toujours le premier instant où la personne chante.
quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on vient solliciter, qu'on n'a pas prévenu comme ça, et qui nous invite, on s'assoit dans la cuisine, on boit un café, et puis on commence à parler des chansons, puis la personne commence à chanter la première qui lui revient à l'esprit, et c'est toujours un moment magique. Moi, j'ai toujours trouvé ça un moment magique, le premier moment où la personne chante pour vous alors qu'elle vous connaît pas, quoi. Et puis le chant, c'est pas juste raconter une histoire, c'est surtout en France, j'ai l'impression on a quand même une culture du chant où il y a les chanteurs et les pas chanteurs, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. C'est pas comme on n'a pas l'impression que tout le monde est légitime à chanter, alors que justement dans ces archives, c'est la culture de nos parents, de nos grands-parents. Quand on entend nos grands-parents parler, on a l'impression que dans les mariages, il y avait beaucoup plus de chants comme ça, un peu traditionnels, où tout le monde qui racontait une histoire de la fermière, de je sais pas. Bah, tout à fait, c'était vraiment une culture partagée, c'était pas une culture réservée à une catégorie qui serait les artistes. Effectivement, dans la tradition ancienne, tout le monde chante de la même façon que tout le monde parle, en fait. Donc souvent, quelquefois, j'entends des gens qui disent non, moi je sais pas chanter. Alors, souvent, je réponds tu sais parler, donc tu sais chanter. Enfin, et en fait, effectivement, c'est une grosse différence entre notre monde d'aujourd'hui et le monde de ces traditions anciennes. Dans les traditions anciennes, comme ça, effectivement, il pouvait y avoir des gens qui étaient réputés pour chanter mieux que les autres, comme il y a des gens qui parlent mieux que les autres. Oui. Mais par contre, tout le monde pouvait chanter. Et il y avait une grande partie du répertoire dans une grande partie de la Bretagne qui était du chant à répondre. Donc en fait, il y avait un ou quelques meneurs et tout le monde qui répétait. En fait, toute l'assistance, toute l'assemblée, tous les gens qui étaient là répondaient. Donc même les gens qui se sentaient pas assez forts pour mener le chant, de toute façon, ils participaient en répondant le chant, en répétant le chant. Et effectivement, c'est ce que disent aussi les chiffres que vous avez donné sur ce qu'il y a d'écoutable à Dastum, c'est que c'est monsieur et madame tout le monde, oui, dans le sens où c'est pas des archives sur les quelques vedettes de la musique bretonne qui seraient connues. Non, c'est on a très souvent des gens qui nous contactent en disant « Oh, je viens de trouver sur Internet que vous avez des enregistrements de mon arrière-grand-père. » Personne ne le savait dans la famille, parce que souvent, c'est des enregistrements qui ont été faits sans qu'il y ait de tralala fait autour, quoi. Donc c'est vraiment des enregistrements qui ont été faits quelquefois d'une façon unique, comme ça, une fois, lors d'une seule rencontre. Et c'est des choses qui sont archivées et qui peuvent contenir des vrais petits trésors culturels, en fait, parce que dans cette transmission orale, il y a quelquefois des choses qui se sont transmises depuis des siècles et qui sont devenues rares et qui sont presque oubliées aujourd'hui. Même des détails, j'imagine, sur le nom de la voisine, de la fermière, je sais pas, d'un fonctionnement. Alors oui, d'un village ça peut arriver dans certains types de chansons. De famille ou... Alors dans certains types de chansons, il peut y avoir des détails précis sur des faits qui se sont vraiment produits il y a 100, 200, 300 ans, notamment sur des affaires de crimes. Voilà, notamment dans le répertoire en langue bretonne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les gwerziou. Donc effectivement, dans ces chansons-là, il y a des chercheurs qui ont pu montrer que les chansons, 2 siècles après, avaient transmis des détails plus précis ou quelquefois qui corrigeaient ce qui pouvait être trouvé dans les archives judiciaires, par exemple. Mais bon, c'est des cas qui existent. C'est pas ce qui est le plus courant non plus. Il y a beaucoup de chansons qui font pas forcément non plus référence à des faits précis, mais qui parlent de la vie en général, quoi. Là, vu qu'on est en Bretagne, est-ce que vous vous retrouvez face à des gens qui parlent breton ? Et est-ce que vous-même, vous parlez breton ? Est-ce que c'est un peu obligé, du coup, si on veut faire du collectage, de parler la langue ? Alors, c'est un peu obligé si on va dans la région où le breton était parlé. Donc, je disais tout à l'heure, c'est la moitié ouest de la Bretagne. Hein, donc, tout le Finistère et puis une partie ouest des Côtes-d'Armor et du Morbihan. Donc, effectivement, dans ces régions-là, la plupart du temps, les gens qui ont fait du collectage dans ces régions-là sont bretonnants ou comprennent le breton. À la limite, on peut toujours aller enregistrer des gens sans comprendre le breton si on a l'occasion. Mais à partir du moment où les gens comprennent le français et comprennent les questions, c'est toujours possible qu'ils vous chantent des chansons en breton. Hein, oui. Ça peut arriver. Personnellement, moi, je comprends un tout petit peu de breton, mais je travaille vraiment sur la partie galaise, la partie Haute-Bretagne, le pays gallo, donc Ille-et-Vilaine, le Loire-Atlantique et la partie galaise de Loire-Atlantique. Et vous parlez gallo ? Et donc voilà, je comprends le gallo de famille un petit peu. Je suis pas un très bon locuteur, je suis pas très bon dans les langues, mais voilà. Et en fait, dans le pays gallo, le répertoire est surtout en français en réalité. Le répertoire chanté est beaucoup en français, malgré ce qui n'empêche pas que les gens parlent le gallo ou mélangent les deux souvent, quoi. Oui, puis c'est une langue qui ressemble beaucoup plus au français et donc qui est facile à comprendre. Et les deux se mélangent et s'interpénètrent. Ce qui n'est pas le cas du breton. Voilà, c'est ça. Il y a des personnes, vous m'avez dit, qui avaient été enregistrées avant 1900 dans ces enregistrements. Alors, né avant 1900. Né avant 1900. Ouais. Est-ce que vous savez le plus vieil enregistrement, la plus vieille personne qui a été enregistrée finalement le plus ancien enregistrement qu'on ait à Dastum, ce sont des copies qui ont été faites dans les années 50 d'enregistrements faits sur des rouleaux de cire vers 1900, en 1900. Et donc notamment les enregistrements d'une fameuse... chanteuse qui s'appelait Marharit Fulup, donc en côté bretonnant. La Marharit, c'est la version bretonne de Marguerite. Marharit Fulup, et donc c'est une dame qui est née vers 1840
et qui a pu être enregistrée en 1900, beaucoup de chansons, et donc qui était aussi une des informatrices d'un des grands collecteurs du 19e siècle qui s'appelait François-Marie Luzel, mais lui qui faisait de la collecte uniquement avec un papier et un crayon, puisqu'à l'époque il n'avait pas de moyen d'enregistrement. Mais ça, c'était une de ses grandes informatrices, et elle a pu être enregistrée vers la fin de sa vie en 1900 avec les fameux appareils sur rouleau de cire. Donc c'était un procédé d'enregistrement comparable au disque vinyle, si on veut. C'était un sillon qui était gravé dans un cylindre qui tournait, et voilà. Vous avez une boutique où vous proposez d'ailleurs des CD et des vinyles. Oui. Vous avez un peu enfin, comment dire, vous les vendez par logique locale, de temporelle. Comment vous organisez vos CD, vos playlists? Effectivement, Dastum a fait tout un travail de publication pour faire connaître au grand public l'intérêt de ces archives sonores, puisque les archives sonores, comme on l'a dit, c'est massif et les gens, pour venir consulter ça, c'est pas évident. Donc dans les publications qu'on fait, donc il y a effectivement eu beaucoup de disques vinyles, des CD, des cassettes. C'est toujours accompagné d'un gros livret de documentation, donc avec toutes les paroles des chansons, les traductions, les transcriptions et beaucoup de commentaires, effectivement. Et donc, il y a eu plusieurs collections dans l'histoire de Dastum de mise en place. Donc, actuellement, les collections les plus vivantes, c'est une collection qui s'appelle la Bretagne des pays. Donc, c'est une grosse... À chaque fois, on choisit un petit territoire de Bretagne. Ça peut être le pays de Pleuhermel, le pays de Châteaubriand, le pays Ficelle en Basse-Bretagne. Et on fait un double CD accompagné d'un gros livret qui essaye de faire la synthèse des traditions orales qui ont pu être recueillies dans un terroir donné comme ça. Il y a une autre collection qui est les grands interprètes de Bretagne, dans lequel on va mettre à chaque fois la lumière sur un seul chanteur ou chanteuse, ou musicien parce qu'il y a peu de musiciennes. Et là, la même chose, on va faire un CD complet et un livret très documenté sur le répertoire de cette personne-là. Par le passé, il y a eu beaucoup d'autres collections. On doit être à une centaine de titres de publications sonores d'édités depuis 50 ans. Ça en fait. Il y a plus de musiciennes aujourd'hui ? Alors, de musiciennes, oui. Alors, vraiment, dans la question homme-femme, si on parle du chant, c'est vraiment à peu près équilibré. Il y a même des régions où on peut avoir plus de collectes faites auprès de chanteuses que de chanteurs. Dans la musique instrumentale, par contre, effectivement, dans la tradition ancienne, on ne faisait pas de la musique pour du spectacle ou pour se faire plaisir. On faisait de la musique pour animer les noces, en fait. Animer les noces, animer la danse. Donc, c'était très physique. Ça durait 2-3 jours. Il fallait rentrer très tard le soir. Et effectivement, dans tous les témoignages qu'on a, tous les enregistrements, toutes les photos, on voit que des hommes. C'est absolument exceptionnel de voir une femme avec un instrument de musique dans la tradition ancienne. Et pourtant, le chant, c'est physique aussi. Et le chant, c'est physique ça aussi. Ça dure longtemps. Ouais. Les gavottes, comme vous parliez tout à l'heure. Ouais. C'est des chants... Mais c'est aussi du chant souvent à répondre. Et puis, on peut se donner le tour. Tandis que la position du sonneur, du musicien, c'était d'être... de tenir et de mener l'animation pendant des heures, tout seul, quoi. Ou en couple, ou à deux, si c'était de la musique en couple. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui jouent des instruments, même si sur scène, dans les fest-noz, on voit encore souvent plus d'hommes que de femmes. Et vous avez sorti un CD donc pour les 50 ans, parce que vous n'êtes pas là au hasard, il y a une date qui approche. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, donc l'association fête ses 50 ans. Pour cela, vous organisez un ciné-rencontre à l'écomusée de la Bintinée, mais aussi en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne, et donc avec l'écomusée forcément de la Bintinée. Est-ce que vous pouvez nous raconter le lien, pourquoi vous avez fait cet événement avec ces structures-là ? Quel est le lien ? On peut un peu déjà commencer à l'imaginer, mais... Ouais. Voilà. Alors, d'abord, juste préciser que ce n'est pas l'événement des 50 ans de Dastum, c'est un des multiples événements. Donc, voilà. Il y en aura d'autres. Donc, en fait, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déjà accumulés depuis le mois de mai dernier. Donc, pour fêter les 50 ans de Dastum, on s'est dit qu'il fallait y consacrer toute l'année. Donc, voilà, en fait, il y a beaucoup d'événements qui ont déjà eu lieu et qui vont continuer d'avoir lieu. Et celui-là, c'est un de ces événements-là. Donc, il y a un partenariat historique entre Dastum et la Cinémathèque de Bretagne parce qu'on a des sujets communs, évidemment. La Cinémathèque de Bretagne, pour ceux qui ne connaîtraient pas, conserve des milliers d'heures aussi d'enregistrement de films, des films anciens. Donc, ils numérisent aussi beaucoup de films anciens et sur toutes sortes de sujets, pas que sur les sujets qui sont les nôtres. Mais parmi ces sujets-là, parmi les films qu'ils ont, il y a des archives filmées très intéressantes sur la musique bretonne, sur la danse, sur des sujets comme ça. Et puis, on a un partenariat aussi ancien avec l'écomusée de la Bintinée, notamment par l'intermédiaire d'un de nos pôles associés qui s'appelle l'association La Bouèze à Rennes et qui fait le même genre de travail que Dastum, mais à un échelon local. Et donc, il y a beaucoup de liens historiques entre ces trois structures-là, on va dire, avec l'écomusée, qui utilise nos archives sonores souvent dans des expositions aussi, et voilà. Et pour cet événement, vous allez diffuser un film d'archives de fest-noz.
C'est ça. Donc le sujet du fest-noz, c'est ce qu'on appelle le fest-noz. En fait, ça a été réinventé au milieu des années 50, en fait. Parce qu'avant, on dansait dans toutes sortes d'occasions, quand il y avait des noces, quand il y avait quand il y avait des rassemblements pour des corvées collectives ou des choses comme ça. Et en milieu des années 50, a été réinventé un nouveau contexte pour faire perdurer ces danses traditionnelles qui étaient en train de disparaître, en fait. Et en fait, l'invention du fest-noz, c'est ni plus ni moins que de copier le modèle du bal, qui naît dans les années 20-30, le bal, et de se dire, dans ce type de bal-là, on va pratiquer que les danses issues de la tradition populaire de Bretagne. Ça a permis de revivifier les danses, les répertoires musicaux, etc. Et voilà, donc tout ça, ça a laissé des traces dans des archives filmées très tôt. Et donc, le projet, là, ça a été de se rassembler avec la Cinémathèque de Bretagne pour proposer une sélection d'archives filmées sur l'histoire du fest-noz. Alors, pourquoi sur le fest-noz ? Parce que c'est un des gros sujets qui touche Dastum. Tout ce qui est musique à danser, ça concerne une bonne partie de nos archives. Et puis aussi, ça fait 10 ans que Dastum a été à l'œuvre pour faire inscrire le fest-noz sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc, c'est aussi les 10 ans de ce petit événement-là qui fait qu'on a mis un coup de projecteur sur ce sujet-là, quoi. Pour les gens qui ne connaissent pas trop ce genre le patrimoine immatériel à l'UNESCO, c'est quelque chose d'un peu flou. Pour les gens qui ne connaissent pas, par exemple, la baguette de pain, je crois qu'elle est rentrée aussi au patrimoine immatériel de l'UNESCO au niveau national. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce que c'est, en fait ? En fait, en 2003, l'UNESCO a mis en place une convention internationale en essayant d'inviter le plus de pays possible à la signer. Grosso modo, c'est une convention qui vise à mettre en valeur la dimension immatérielle du patrimoine, puisque l'UNESCO s'est depuis longtemps occupé du patrimoine bâti, mettre en valeur des monuments. Et donc là, ça a été de dire, attention, il y a des cultures dans le monde qui ont un patrimoine très riche, mais pas matériel, immatériel, des grandes épopées, des mythes, des chansons. Il faut protéger quand même. Qu'il faut protéger, qu'il faut mettre en valeur, qu'il faut faire connaître au public, etc., parce que ça tombe dans l'oubli facilement. Voilà. Donc, dans le cadre de cette convention-là, il y a des tas de choses possibles, mais entre autres, il y a la possibilité d'inscrire dans une liste des éléments qu'on va mettre un petit peu en lumière pour montrer un petit peu c'est quoi le patrimoine immatériel. Donc le fest-noz, effectivement, en fait partie maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y a des archives sonores qui sont aussi entrées dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO ? En fait, la question des inscriptions dans cette liste, c'est de définir quel est l'objet qu'on inscrit. Et en fait, nous, quand on a fait l'inscription du fest-noz, on s'était posé la question, est-ce qu'on va... il faut inscrire une pratique, en fait, pas des documents. Oui. Pas des documents, mais une pratique. Donc, on s'était posé la question, est-ce qu'on inscrit une danse, une pratique instrumentale ? On avait retenu la notion de fest-noz parce qu'en fait, elle permettait de regrouper tous les types de répertoires, toutes les danses, toutes les pratiques instrumentales, une grande partie des pratiques chantées de Bretagne. Et ça permettait de faire quelque chose de très global. Et c'était ça le but aussi, c'était de faire connaître l'ensemble du travail de Dastum et pas seulement un petit élément. Et vous allez commenter les images en direct ? Voilà, donc c'est une sélection d'images en 3 blocs. Et on va présenter ça en le commentant un petit peu, puis il y aura un petit échange avec la salle ensuite, parce que c'est pas un travail complètement fini avec des sous-titrages, etc. C'est une première expérience qu'on a menée avec la Cinémathèque, effectivement. Donc il y aura un premier bloc avec des archives anciennes, de 1930 à 1980, parce qu'on a des films de famille très anciens où on voit de la danse avant la naissance du fest-noz dans les pratiques familiales, dans des fêtes de noces ou des choses comme ça, des films muets aussi, mais qui sont très précieux. Donc l'idée, c'est de montrer un peu les types d'archives documentaires qui peuvent exister et qu'on ne connaît pas forcément toutes encore. Donc ce premier bloc vient vraiment des images de la Cinémathèque. On aura un deuxième bloc sur des archives filmées des années 1980 à 2000, notamment au centre Bretagne, par un couple de passionnés, Michel et Nicole Soyer, qui ont filmé beaucoup de fest-noz dans cette période-là et qui ont des archives qui ne sont pas encore déposées à la Cinémathèque d'ailleurs, mais qui le seront peut-être un jour. Et le troisième bloc, ce sont les archives filmées récentes, en fait, parce qu'il y a tout un phénomène absolument énorme depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Donc, ce sont des gens qui vont beaucoup en fest-noz encore jusqu'à aujourd'hui et qui filment beaucoup avec les téléphones, avec des petites caméras et qui mettent en ligne aussitôt sur YouTube. Et c'est devenu un phénomène vraiment important et au point que les images qui sont mises en ligne sur YouTube deviennent aussi une matière à sauvegarder pour nous, parce qu'elles témoignent d'une vivacité de cette musique aujourd'hui et le fait que c'est une pratique qui est encore très vivante. Et ce sont donc des passionnés
passionnés qui mettent ça en ligne. Donc on va avoir un troisième quart d'heure d'extraits de ces archives-là qui seront présentés sur la période récente. Ça va être super intéressant de voir vraiment les trois époques. Et puis, le Fest-Noz, pour en avoir déjà vu, c'est quand même très beau à voir. Oui, c'est très beau et chouette à entendre. Et c'est chouette à entendre aussi, oui. Et à pratiquer et à danser, quoi. Voilà. Sur les parquets, ça fait bien clac, clac, clac. Il y a pas mal de sons. On va déjà arriver à la fin de cette émission. Ce n'est pas forcément le son d'un Fest-Noz. Enfin, vous allez me dire, cette musique très connue qui s'appelle Tri Martolod. Trois matelots, c'est ça, et qui a été repris par Mano. Désolé pour ceux que ça offense, je sais pas si ça offense des gens, mais on terminera cette émission en écoutant ce morceau qui fait aussi partie de votre CD. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire de cette chanson? En fait, pourquoi cette chanson est si connue en Bretagne? Elle a été reprise d'abord avant Mano par Alan Stivell qui en a fait un tube absolument. Et puis donc Alan Stivell en 1972, ça a été un vrai phénomène médiatique. Et c'est quand il a explosé médiatiquement, on va dire, c'était la même année que la naissance de Dastum. Donc c'est rigolo parce qu'à la fois on avait Dastum qui naissait en 1972 pour conserver les archives brutes de la culture bretonne, et au même moment on avait donc ce phénomène de Alan Stivell qui, on pourrait dire en quelques mots, a été une des grandes étapes de la modernisation de la culture bretonne, puisqu'il arrivait avec une instrumentation un peu électrique. Il y avait l'histoire de la renaissance de la harpe celtique qui était complètement inconnue. Donc il a produit une musique d'inspiration traditionnelle, mais résolument moderne, et ça a eu beaucoup d'impact sur le développement du Fest-Noz, qui dans les années 70 a été un phénomène absolument considérable, qui n'a pas son équivalent dans d'autres régions. Et donc la force de tout ce mouvement de revitalisation de la musique bretonne, elle est autant due à la force de ses racines grâce aux archives sonores, au collectage, etc., qu'à la force d'adaptation au monde moderne, on pourrait dire. Donc voilà, c'est un peu parallèle entre Dastum et Stivell est intéressant pour ça. Et donc c'est Stivell qui a popularisé cette chanson-là beaucoup. D'accord. Et du coup, là, c'était un petit clin d'œil en disant, tiens, on va republier une des sources, bien avant que lui la rende populaire. Cette chanson-là existait dans la tradition orale, sous différentes versions, différentes formes, différentes personnes la changent. Parce que dans la tradition orale, il y a énormément de versions différentes des chansons. Et c'est ce qui est... Vous avez donné envie aux gens d'écouter ce morceau. Ils se demandent peut-être lequel c'est, pour ceux qui ne connaissent pas le titre. Malheureusement, ce sujet est passionnant, mais c'est déjà la fin de cette émission. Mais on rappelle que l'association Dastum fête ses 50 ans... parmi les événements pour fêter les 50 ans, va fêter donc le dimanche 15 janvier à 16h à l'écomusée de la Bintinée. C'est juste à la sortie de Rennes, à quelques minutes du métro Triangle. Elle met à l'honneur la danse et les Fest-Noz, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 10 ans. C'est tout public, c'est gratuit, et on pourra entendre Vincent Morel commenter et donner encore plus de détails sur ce sujet passionnant. C'est ça. Merci à Alan Barraud pour sa chronique. On a hâte d'écouter la prochaine. Merci à notre invité Vincent Morel. C'était Aurélia Thomas au micro. On se retrouve vite sur Quartier des Ondes. Et donc, on vous quitte avec ce morceau que vous voulez tous entendre qui s'appelle Tri Martolod. La